Alexandre Pénasse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet Merci entretien. de m'inviter, de me proposer une interview. Ça fait un moment qu'on te voit sur les événements depuis le Covid, les événements alternatifs, on va dire, avec tous les médias indépendants. Et justement, voilà, c'était l'occasion pour notre public français ou francophone, certains peut-être te connaissent déjà, mais de découvrir le média que tu as fondé, Kairos, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, en Belgique. Qui est un média papier et qui dénonce beaucoup, qui analyse beaucoup l'actualité belge et francophone. Et depuis le Covid, voilà, on a vu Kairos s'investir dans beaucoup d'événements, militer pour une information libre et indépendante. Vous êtes indépendant, sans publicité, et ça, c'est des valeurs voilà, qu'on partage vraiment de manière identique à Nexus. Et c'est pour ça que je voulais... Ouais, alors justement, je peux rebondir par rapport à ce que j'ai pas dit hier à la table ronde avec Sud Radio, François, toi on était à la même table ronde. On peut dire qu'on est totalement indépendant aujourd'hui parce qu'on a plus de subsides, mais même avec les aides d'État, donc ce qui s'appelle en Belgique l'aide à la presse périodique, on était indépendant aussi. Et c'est tout simplement pour cette raison qu'ils nous les ont retirés. Voilà. Et on va quand même les redemander parce que c'est de l'argent public, il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'argent des impôts pour le boulot qu'on fait. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un reçoit l'argent public et en fait son objectif principal, ça amène à la censure et là c'est problématique. Sinon, pour moi, ça devrait être une aide inconditionnelle. Donc, quoi que vous disiez, en Belgique, dans la convention, dans la Constitution, il y a, je crois, l'article, je sais plus, l'article 25, je pense, il y a l'article 25 sur la censure qui est totalement interdite dans notre pays. Donc voilà, normalement, l'aide à la presse devrait être inconditionnelle et dire même ce qui ne plaît pas. C'est Georges Voil qui disait la véritable liberté d'expression, c'est de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. En tout cas, Kairos le fait beaucoup et le fait très bien. Et c'est ce que je voulais un peu faire découvrir, c'était finalement, que ce soit chez nous en France ou chez vous en Belgique, j'ai l'impression qu'on vit un peu la même chose, les mêmes difficultés, on est face au même pouvoir. Et c'est ce point de vue que je voulais avoir de ta part, que tu nous partages. Comment c'est de faire vivre un média indépendant en Belgique? Comme tu dis, à mon avis, c'est un peu la même chose que pour toi et que pour les autres. C'est une lutte, c'est un peu, il y a une forme de sacrifice, c'est-à-dire que tu le sais, tu te lèves pas le matin en te disant on va faire un 38 heures cette semaine, bien gagner notre vie et voilà, et se limiter à ça, c'est que d'abord on fait toujours plus, on travaille énormément, ça n'arrête pas, on se heurte à énormément en Belgique plus que peut-être, on en parlait hier, plus que pour toi, peut-être que, comme tu disais, François est ici le paratonnerre en France. Nous, il n'y en a pas beaucoup, donc on se prend quand même beaucoup d'attaques, donc il faut pouvoir les prendre sans en souffrir. Tu as vu vraiment une différence entre l'avant-Covid et l'après? Ouais. Disons qu'avant le Covid, ils nous ont donné une aide à la presse périodique, tant qu'on ne dérangeait pas, qu'on était dans notre petit coin à faire notre journal alternatif. On ne gênait pas trop. On les a embêtés pour il y avait quelques articles qui les ont déplu. Mais quand on a commencé, et surtout que j'étais en conférence de presse, poser des questions à la ministre et puis au ministre De Croo, là ils n'ont pas apprécié. Et ça a montré le pouvoir médiatique immense. C'est-à-dire que la première question que j'ai été posée à Wilmès, il y avait beaucoup de gens, c'était au mois d'avril, le 15 avril 2020, il y avait énormément de gens qui attendaient les décisions qui allaient être prises. C'est en conférence de presse, comme ils appelaient du Codeco, qu'ils annonçaient ça. Donc on pense que, selon les chiffres de l'INIMAT, il y avait 2,5 millions, 3 millions de personnes devant leur télé. Et quand j'ai posé cette question en direct, ça a fait un boom dans plein de foyers qui se sont dit... C'était quoi cette question? C'était une question un peu longue, mais qui se terminait par... donc il y avait un préambule très long pour aussi... c'était l'occasion d'exprimer ce qui se passait. Et je savais de toute façon qu'elle n'allait pas répondre, la ministre. Je lui ai demandé de m'expliquer quelle légitimité elle avait à prendre des décisions, dès lors que les groupes d'experts, les multinationales pharmaceutiques et le gouvernement étaient pétris de conflits d'intérêts. Donc elle m'a répondu, d'abord elle m'a interrompu en disant qu'elle ne m'interrompait pas, et puis elle m'a dit
vous introduisez dans cette salle la question biaisée politiquement, ce qui n'est pas l'habitude des journalistes. Évidemment, elle avait toujours un parterre de journalistes qu'elle appelait par leur prénom et qui posaient des questions convenues, convenantes, qui ne dérangeaient jamais. Donc elle était très surprise. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, ça ne peut plus se passer ça. Donc ça veut dire qu'on doit, toi, ton équipe, moi et les autres, essayer de trouver les moments médiatiques comme ça, où on touche beaucoup de gens. Ou bien, en tout cas, il faut absolument toucher plus de monde. Dans le travail qu'on fait, le travail énorme qu'on abat, c'est parfois un peu frustrant de savoir qu'on touche beaucoup de gens, mais pas assez. Pas assez. Il faut créer du débat, il faut créer des endroits et que les gens soient d'accord ou pas avec ce qu'on fait, mais qu'ils sachent au moins qu'il y a une autre voie. Comment vous travaillez avec Eros? Comment déjà, combien de personnes travaillent avec toi? Et est-ce que c'est un média qui se trouve dans les kiosques ou est-ce que c'est un média juste par abonnement? Alors combien de personnes travaillent, je peux te répondre un nombre, ça veut tout et rien dire parce on est 3 salariés, je veux dire 3 et demi. Il y a pas mal de bénévoles qui gravitent. Il y a un conseil de rédaction pour le journal, il y a une assemblée générale, un conseil d'administration, où il y a énormément de gens qui gravitent, mais des gens qui sont là tous les jours, qui travaillent tous les jours, il y en a peu. Donc pour faire fonctionner un journal aussi, il faut une équipe pour s'agrandir un peu et pour toucher, comme on disait hier, il y a plein de sujets qu'on ne peut pas traiter, c'est très frustrant. Donc il faut des gens, tu peux compter sur les bénévoles pour des activités irrégulières comme ça, de temps en temps, venir nous accompagner, mais pour faire un travail d'enquête long, il faut des gens salariés. Donc on n'est que 3, je suis le seul journaliste. Et dans les kiosques, on est distribué dans, je crois, 300, 400 points de vente en Belgique. Et puis sur abonnement. Et on a plus ou moins, on tourne autour des 4000 abonnés. Ouais, c'est un format que je trouve vraiment appréciable. D'ailleurs, peut-être en avoir un, je vous montrerai une image. Je me disais, ça ressemble un peu au monde diplomatique, dans le format, dans le style. En tout cas, voilà, je trouve la qualité du papier, de l'illustration et la qualité d'écriture. Ouais, je trouve que c'est vraiment un média intéressant à découvrir. Et ce qui est frappant, c'est qu'en fait, c'est très belle mise en page. Et c'est agréable. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, moi je me suis vite rendu compte qu'on avait le même constat finalement dans notre rapport au pouvoir en France et vous en Belgique, sur ce qu'est la place des médias indépendants, la place du journalisme et aussi le poids du récit, du narratif officiel. Comme je disais hier, hein, les médias mainstream, comme on les appelle, ou de grands chemins, comme dit Slobodan Despot, ils n'ont rien de moins que le monopole de la représentation du réel. Donc ils ont le pouvoir de dire dans un JT, de faire croire aux gens que le réel est tel qu'ils l'ont dit. Et l'exemple parfait, c'est le Covid. Ils ont fait passer ça pour un virus qui allait tuer des centaines de milliers, des millions de personnes. Qui était très contagieux, très dangereux, que tout le monde devait se vacciner. Donc c'est pour tout, c'est la guerre en Ukraine, maintenant par rapport aux pénuries d'eau, tout ce qui se passe nous vient principalement de médias qui appartiennent à des grandes familles. Alors la composition sociologique des familles est un peu différente en France et en Belgique, mais c'est pareil. C'est des grands groupes industriels ou des grandes familles qui possèdent les médias, qui ne leur apportent pas beaucoup d'argent en fin de compte, mais qui leur permet d'avoir la main mise sur les idées partagées collectivement et qui fabriquent, comme le disait Chomsky, qui fabriquent le consentement tout simplement. Ils fabriquent le consentement, l'opinion publique, et même ils ont aussi le monopole de l'opinion publique. Qui sait en fin de compte s'il n'y a pas beaucoup plus de gens qui sont en désaccord avec le réel qu'on leur impose. Justement, les Belges, comment est-ce qu'ils ont vécu cette crise sanitaire? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de suivisme? Est-ce que tu as été, toi, taxé de complotiste? Ah oui, par les médias de masse et on en parlait aussi par la gauche, la droite. Pour l'extrême gauche, on est d'extrême droite. Pour l'extrême droite, on est d'extrême gauche. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre eux. Les médias mainstream, évidemment, nous ont insultés. Et quelques médias où
sites ou alternatifs, disons, nous ont donné la parole. Mais dans les médias alternatifs subventionnés, aucun n'a parlé de ce qui est passé. Ce qui s'est passé en conférence de presse, la censure qu'on a subie, c'est-à-dire quand je peux revenir après 8 mois d'interdiction en conférence de presse, et que le ministre De Croo me fait poser la question en dernier et lance le générique de fin alors que je suis en train de poser la question, mais la régie déconne un peu, donc on me voit, puis le son coupe. Dire c'est un scandale d'État, c'est une censure d'État. Dire on s'en fout que ça soit Kéros, Penas, c'est pas un problème. C'est qu'un État est en train de faire un acte anticonstitutionnel, puisque l'article dit la censure ne pourra jamais être établie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est volontaire. Parce que le gouvernement a une chaîne YouTube et on voit que juste après cette censure, ils enlèvent le lien où on voit la censure pour le remplacer quelques heures après par un autre lien où on a enlevé la censure et la coupure. Donc le gouvernement sait ce qu'il fait. Comment vous luttez contre ça au sein de Kéros? On continue. On continue, c'est comme quand tu continues, tu es à vélo, tu continues à pédaler, tu restes debout. Mais c'est clair que tu as fait énormément d'interviews aussi ce week-end. Nous aussi, il y a un côté un peu parfois où tu te dis, mais c'est un peu désespérant. Surtout la passivité, le désespoir ambiant, le fait, ou bien le conformisme ambiant, que les gens ne bougent pas beaucoup, mais voilà, je pense qu'il faut y croire encore. La situation est tellement dramatique. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'il y a pour toi d'impossible à réaliser dans ton métier que tu voudrais pouvoir faire? Ouais, on ne veut pas ressembler aux autres, jamais. Moi, si je vois que la rédaction devait commencer à devenir progressivement comme un média mainstream, d'ailleurs, il y a des médias alternatifs, c'est ça. On voit qu'en fin de compte, ils font un peu la même chose que les autres et qu'on les remplaceront comme un politique qui disparaît, puis que l'autre qui arrive fait en fin de compte la même chose en se présentant sous un nouveau jour. Mais je sais pas ce qui. Non, toucher tout le monde, voilà. Il y a des irréductibles qu'on ne fera pas changer d'avis. Moi, je veux créer du débat, on veut créer du débat. On ne peut pas dire qu'on a la vérité ou qu'on est d'accord. Bien comme on disait encore hier, le premier devoir de la Charte de Munich, c'est de respecter la vérité. Donc moi, je suis pas dans l'ère de la postmodernité où on dit que la vérité n'existe pas. Oui, elle se construit, comme disait Orwell. La vérité se construit, elle n'est pas là comme ça. Tu sais, si on est plusieurs à assister à un accident de voiture, je donne toujours cet exemple-là, on va tous avoir une version différente. Mais il y a quand même une version qui va se rapprocher le plus possible de la réalité. La voiture avait une véritable couleur, quoi. Elle est arrivée d'un tel endroit, voilà. Donc la vérité en elle-même pure n'existe pas, puisque nous sommes des êtres parlants. Et donc dès lors qu'on parle, on est en train de décrire un réel. On n'est pas des animaux pris dans le réel directement. On parle de quelque chose, donc il y a déjà un intermédiaire. Donc il n'y a pas une vérité, mais on peut s'en approcher. Et les médias mainstream font tout le contraire. Ils nous éloignent de la vérité et nous fabriquent leur réalité en racontant que la voiture était verte alors qu'elle était rouge, en disant que qu'il y avait 3 personnes dedans alors qu'il y en avait une. C'est tout le temps, permanent. C'est du mensonge permanent. Ils fabriquent du mensonge, du consentement. Et c'est le Truman Show. Je trouve que dans ce qui vient de se passer ces 2-3 dernières années, on est totalement dans du Truman Show, quoi. Avec des variantes et des... C'est plein de gens qui pensent, en fait, qui sont dans un monde qui n'existe pas, en fait. D'où la violence aussi de la prise de conscience. C'est vraiment ceux qui prennent conscience rapidement, qui ont pris conscience avec le Covid de la réalité du pouvoir, de sa violence, se prennent une tare dans la gueule. Ce qui fait que maintenant, comme tu le vois, il y a dans les collectifs, dans les milieux, il y a plein de conflits qui surgissent, alors qu'on devrait être unis plus que jamais. Ouais, c'est quelque chose qui vraiment que vous caractérise beaucoup, votre capacité à collaborer, coopérer avec les autres médias, dont Nexus, hein, mais d'autres. Je crois que c'est essentiel. Si on ne se marche pas trop sur les pattes et si on est complémentaires, qu'on peut se faire confiance, il faut collaborer.
Ouais, comme on disait, il faut trouver le temps. Donc nous, on est tout à fait avec Oval Media qui était ici, Nexus, nous on a envie de collaborer, il faut essayer de s'échanger des contenus pour pas... Voilà, chacun a sa manière d'interviewer aussi, ça il faut laisser. Et ceux qui nous suivent préfèrent un tel type d'interview, certains ne vont pas aimer comment j'interviewe, d'autres vont préférer comment... Voilà, donc ça, il faut cette diversité. Mais on peut partager énormément de choses. Mais voilà, c'est aussi... Partager, c'est aussi du temps, parce qu'il faut pouvoir... Tiens, est-ce que tu as lu le dernier Nexus? Est-ce que j'ai lu le dernier Nexus? J'ai pas eu le temps, tu vois. Est-ce que tu as vu ma dernière interview pour qu'on... C'est aussi ça le problème. Mais je pense que l'avenir médiatique, c'est nous. Sans aucune prétention, hein. L'avenir médiatique, les autres sont déjà en cendres, quoi. Ils sont déjà... À part Kairos en Belgique, tu te sens un petit peu soutenu par d'autres médias indépendants? Tu sens qu'il y a un écosystème de médias indépendants alternatifs ou vous êtes les seuls? J'espère pas. On collabore avec pas mal de journaux français, je veux dire pas mal, non. On est très, très copains avec La Décroissance en France, on est copains avec Moins en Suisse aussi. En Belgique, avec Néo Santé d'Yves Razir, on a des très bons contacts. Mais de là à parler d'une collaboration, non. Là, j'ai proposé récemment d'essayer de voir si ces newsletters à lui, on ne pouvait pas les passer systématiquement sur notre site pour faire aussi sa promo. Là, comme ça... Vous n'êtes pas nombreux, quoi. On n'est pas nombreux, non, on n'est pas nombreux. Comme par chez nous. Ouais, c'est ça. On est peu, mais c'est normal. C'est dur. Je veux dire, Kairos, c'est 6 ans de bénévolat pour plein de gens. Je veux dire, moi, j'ai fait 6 ans de bénévolat avant d'être salarié. Donc, c'est pas un truc que c'est pas un job, tu commences. Je veux dire, voilà. Et c'est pas parce que dans un média alternatif, quelqu'un serait engagé et commencerait facilement que ça manque. Mais bon. C'est une réalité aussi. C'est que voilà. Ça a commencé. Ça, chez nous, ça a commencé. Voilà. Mais c'est très, très enrichissant aussi. Tu le sais, on rencontre plein de gens formidables, des gens souvent beaucoup plus authentiques que dans les médias de masse où c'est du fake, c'est du faux. Parce que si tu vends du fake, et là je répète, il faut vraiment lire Accardo, ce qu'il a fait, les témoignages des journalistes qui ont quitté les médias de masse. Et même Aude Lancelin fait quand même un beau livre aussi. Ils ont un système cérébral scindé pour être dans le mensonge comme ça permanent. Tu dois être dans la dissonance et donc ça ne peut pas ne pas se répercuter sur les relations professionnelles. Donc moi je regrette pas du tout de ne pas être dans une grosse rédaction où voilà, l'ambiance de travail est aussi géniale. Donc il y a d'autres choses qui compensent, quoi. Heureusement, c'est un métier passion. Ouais, évidemment, ouais. Pour ceux qui nous écoutent en France, comment on peut découvrir Kairos, comment on peut se le procurer? Parce que j'invite vraiment tous ceux qui te découvrent là à découvrir ce journal qui est vraiment enrichissant, qui complète beaucoup aussi ce qu'on fait. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire aussi. Dans un format différent. Ouais, c'est complètement différent, non? Je veux dire complètement non. On a la même vision de ce monde dans lequel on est, mais vous faites des trucs, on fait des choses qui sont totalement complémentaires. C'est pas la même chose. Parfois oui, parfois non. Et je veux dire, on peut très bien lire l'un et l'autre sans avoir l'impression que c'est redondant, quoi. Pas du tout. Donc c'est ça la force, je trouve, de nos médias respectifs. Ben écoute, il y a le plus facile, c'est clair. Les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, mais ça c'est voilà. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est la gratuité. Des vidéos, des interviews. Pour l'instant, c'est la gratuité. Alors, on va réfléchir, hein, parce que si on veut un modèle économique qui dure, on ne pourra pas tout le temps donner tous des contenus gratuits, des interviews qui nous prennent du temps, des heures, de l'argent. Donc ça, on réfléchira. Donc, mais c'est clair qu'il y a tous les réseaux. Et pour le format papier, on peut s'abonner? Oui, il y a pas mal d'abonnés en France. Oui, il y a des centaines d'abonnés en France. Alors, on vient d'augmenter le tarif parce qu'il faut savoir que c'est très cher d'envoyer en France. Donc, l'abonnement est à 30 € plus 23 € de frais de port. Donc, c'est 50 €. C'est un bimestriel, on le rappelle. Ouais, avec pas de parution en août et en janvier. Donc, c'est 5 numéros par an. 5 numéros par an. Donc, ça fait une dizaine d'euros. Et si on compte par mois, voilà, ça fait 5 €, même pas ouais, 4-5 € par mois pour avoir 5 numéros papier et avoir accès à tout le site gratuitement. Ouais, c'est du boulot et on invite vraiment
ceux qui nous écoutent à découvrir, au moins faire l'effort peut-être de se procurer un numéro, parce que ça reste un bel objet. Ouais, ils peuvent aussi acheter un PDF du dernier pour découvrir. Voilà. Il y a aussi moyen, il y a un abonnement numérique aussi. Et tes interviews qui sont disponibles pour l'instant encore sur YouTube, j'imagine, sur Facebook? Alors on a une chaîne, on n'a plus de chaîne YouTube, on l'a fermée, on est on porte plein de comptes Google d'ailleurs, mais d'autres ont créé une chaîne qui s'appelle Soriac. On a Odyssey, Rumble, excuse-moi. Non, mon collègue me dit non. Non. C'est lui qui gère les réseaux. On a plein, oui. En tout cas, Odyssey, ça c'est sûr. Et on a un site web. Et sur le site sur le site tout à l'heure aussi. .be. Ouais. On invite tous ceux qui nous écoutent à s'y rendre, à vous découvrir, parce que c'est important de découvrir les médias francophones et vraiment cette qualité. Donc n'hésitez pas. Et je pense qu'on se reverra en tout cas dans plein d'autres événements. Et nous, on fera votre promo aussi. Et on va commencer un échange de presse et essayer de... On l'a dit, on va essayer de faire une grande rencontre des médias alternatifs. Ouais. Restez branchés parce que ça, c'est un projet qu'on voulait faire, une sorte de festival des médias indépendants. Et ce qui est sûr, c'est que si on arrive à le faire, Kairos sera là. Ouais. Parce que c'est important qu'on puisse être vus ensemble et partager les mêmes informations. En tout cas, merci beaucoup Alexandre. Merci Marc, merci à toi. Échange. Et puis, je te dis très certainement à bientôt. À bientôt, merci.